Bonjour à tous. Alors, il y a quelques jours, j'ai publié une vidéo au titre provocateur. La droite doit cesser d'être pro-russe. Et eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette vidéo, elle a fait réagir. D'abord, merci à tous pour vos retours qui ont été très nombreux. Alors, des retours qui ont parfois été des insultes ou des critiques acerbes. Mais bon, c'est le jeu, pas de souci. Surtout que, comme je le disais en introduction à cette vidéo, c'était un sujet qui est évidemment clivant je soulevais des notions qui pouvaient être vues comme effectivement provocantes par beaucoup. Donc pas de souci, je m'y attendais un petit peu pour être honnête. Et je prends tout ça avec le sourire. Alors, il y avait 3 points principaux que je voulais mettre en avant dans cette vidéo. Premièrement, la nécessité, selon moi, pour la droite de sortir du réflexe pro-russe pavlovien. Il y avait aussi la volonté pour moi de faire comprendre l'importance du progrès technique dans la marche du monde. Et enfin, dernier objectif, questionner le réflexe anti-occidental assez pavlovien aussi, je trouve, à droite. Alors, ma vidéo a été reçue de diverses manières, mais alors ce qui est très intéressant à noter, c'est une énorme rupture générationnelle. Clairement, selon qu'on soit plutôt jeune ou plutôt ancien, on va dire, eh bien, en moyenne, les retours ont été complètement différents. J'ai eu des retours très positifs chez les jeunes, et notamment, et ça vaut le coup de le souligner, chez les figures de droite plutôt jeunes. Alors, je ne citerai pas toutes les figures de droite, parce que ça a été fait en privé principalement, mais vous avez énormément des figures de droite que vous voyez tous les jours, qui m'ont félicité pour cette vidéo, ou qui en tout cas trouvé les points principaux justement que je viens d'évoquer très intéressants et très stimulants, et en accord avec plutôt leurs idées du moment. Alors, par contre, j'ai eu des critiques amicales mais acerbes de beaucoup de figures plus anciennes. Donc ça, c'est très intéressant. J'ai eu des échanges aussi courtois que vifs et enrichissants avec beaucoup qui se reconnaîtront. Mais voilà, il y a eu une vraie rupture générationnelle et qui interroge. Est-ce que c'est parce que les jeunes sont un peu plus idiots que les anciens? Est-ce que c'est parce qu'ils ont un regard neuf? Est-ce que c'est parce qu'ils ont une plus grande perception de la nouvelle marche du monde? Est-ce que c'est parce qu'ils manquent de culture géopolitique historique? Bref, les paris sont ouverts, mais en tout cas, cette rupture générationnelle, elle existe, et à mon avis, bien, elle ne doit pas être prise à la légère. Donc voilà, on y reviendra. En tout cas, sachez que dans cette vidéo, j'ai évidemment pu faire des erreurs, des exagérations. C'est normal, c'est ce que je disais d'ailleurs en intro de cette même vidéo. Quand on est dans le feu de l'action, surtout que j'étais dans les conditions du direct, un peu comme là quand je réalise cette vidéo-ci. Évidemment qu'il y a certaines choses qui sont peut-être un peu exagérées ou d'autres qui ne sont pas totalement fiables parce qu'on parle et je n'ai pas les chiffres sous les yeux quand j'en parle. Mais en tout cas, c'est certain que j'ai pu faire des erreurs qui ont été soulignées, qui ne sont peut-être pas tant que ça des erreurs, on va le voir. Mais voilà. Et aussi de manière au-delà des simples erreurs factuelles qu'il y a pu avoir, il peut y avoir aussi des grosses erreurs idéologiques ou géostratégiques ou que sais-je, ça je le conçois tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça, et au regard des critiques enrichissantes, je le répète, des anciens, que je sens qu'il y a quelque chose qu'il faut creuser. Voilà, cette rupture générationnelle sur l'occidentalisation, sur le progrès technique, je sens qu'elle cache quelque chose de très profond, vraiment, et peut-être de fondamental. Bon, alors ça fait très grandiloquent, bon, mais je sens qu'il y a quelque chose. Et c'est pour ça que je vais lancer une série d'émissions avec des figures de droite, de la nouvelle vague intellectuelle de droite, où je vais les interroger sur ces questions précises, c'est-à-dire le progrès technique, son influence sur la marche du monde, la question de l'Occident, la question de l'Europe, la question de la nation aussi, pourquoi pas, puisque la nation n'est pas encore un objet dépassé. Bref, voilà, je sens qu'il y a un vrai sujet et il me semble qu'il est nécessaire de le creuser parce que déjà j'en ai besoin intellectuellement et aussi parce que je pense que pour la droite en général, il y a quelque chose de très très profond et puissant qui peut-être se cacher derrière tout ça. Bref, écoutez, on va partir directement dans l'analyse des critiques. Alors, je voulais reprendre tous les commentaires un à un, mais en fait, c'est pas possible. Je les ai tous lus, sachez, vraiment tous, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, etc. J'ai vraiment tout lu. Voilà, même les insultes. donc voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte que si je reprenais tous les commentaires un à un, c'était impossible. Même si je reprenais les meilleurs commentaires un à un, c'était pas possible, j'en avais pour 4 heures. Et donc, du coup, je vais plutôt condenser. Je vais quand même reprendre des commentaires de plusieurs personnes, mais j'ai
j'ai articulé un peu cette vidéo parce que sinon ça aurait été un foutoir pas possible. Donc je vais d'abord commencer par quelque chose qui est une erreur de ma part, ou en tout cas comment dire ça, un manque, pas forcément volontaire, pas même conscient, mais et justement que je vais creuser dans les émissions à venir. Mais on va commencer par parler de la définition de l'Occident. C'est quelque chose qui m'a beaucoup été reproché par des critiques. C'est le fait que je ne définissais pas bien le terme Occident. Alors, on va prendre par exemple la critique d'Hyperboréane sur Twitter. Occidentalisation, tu définis ce principe comme les peuples blancs ou de peuplement blanc. Mais en termes politiques, l'Occident, le collectif Ouest, se définit d'abord comme les pays soumis à l'ordre américain. Réduire cela à une avancée technique et au confort matériel est réducteur. Alors, c'est certain que ma définition de l'Occident et l'opposition Occident-Europe, que je veux creuser, là encore je le répète, cette définition que j'ai donnée n'était peut-être pas parfaite et elle revêtait à mes yeux une problématique, c'est que ce que les gens ont toujours appelé Occident, moi je tenais à l'appeler Europe. Voilà. Y compris, et je sais que c'est pas quelque chose qui plaît à une certaine partie de la droite, mais y compris les anglo-saxons. Parce que je les considère certes éloignés de nos valeurs à nous, mais pas totalement étrangers non plus. Ce sont, pour reprendre la métaphore, des cousins plutôt que des frères, mais ça reste de la famille, quoi. Dans ma tête, c'était ça. Et donc, la définition de l'Occident, elle est complexe, et je l'ai un peu calqué, cette définition que j'ai utilisée, comme européen au sens large. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et évidemment, quand on dit occidentaux, en réalité, on pense beaucoup aux États-Unis. Donc je conçois tout à fait que quand je parle des Occidentaux, de l'Occident, il y ait pu avoir des imprécisions dans ma manière de le présenter et dès lors, forcément, des imprécisions dans l'analyse. Donc ça, je le conçois tout à fait. Même si, globalement, je ne suis pas d'accord avec le fait que l'Occident, ça soit les peuples soumis aux Américains. Pour moi, c'est avant tout, c'est quand même différent, même en ayant ça en tête, c'est vraiment pour moi une question d'ordre ethnique, pour pas dire un autre mot, avant une question d'assujettissement à l'Empire américain, qui existe, que je ne nie pas, que je ne minore pas. Voilà, ça, il faut que ça soit bien dit. Je ne le niais pas déjà dans ma vidéo où je disais que c'était une réalité, et une réalité dramatique. Donc là, je le redis encore une fois. Mais l'Occident, pour moi, ce n'est pas ça. Il y a plusieurs définitions différentes. C'est un concept qu'il faut défricher, explorer, qui a déjà été exploré par d'autres, mais qui aujourd'hui, alors qu'on a affaire à un progrès technique exponentiel, honnêtement, mériterait d'être retravaillé. Voilà, donc je vais m'y atteler. Je conçois que bien que mon utilisation de ce terme n'ait pas été parfaite, en tout cas, je l'ai défini dans cette vidéo. J'ai parlé de progrès technique, de confort, de loisirs, de liberté, mais aussi, bien sûr, de décadence, diverses et variées. Donc, même si la définition ne vous plaisait pas, n'était peut-être pas parfaite, je l'ai définie et dès lors, on pouvait comprendre tout ce que je disais, enfin, toutes les fois où j'employais ce terme Occident, comme faisant référence à cette définition-là. C'est-à-dire, pour faire simple, je le répète, mais ce n'est pas la définition parfaite et ce n'est sans doute même pas la mienne à l'heure actuelle où je suis en train de réfléchir à plein de choses. Mais dans ma tête, au moment où j'ai fait la vidéo, l'Occident, c'était l'ensemble des peuples européens, anglo-saxons compris, qui ont fait le monde avec le progrès technique et qui ont permis, dès lors, bien, le confort, les loisirs, la liberté, etc. Et aussi, incidemment, la décadence. Donc c'était peut-être réducteur, j'en conviens hyperboréen, mais c'était ma définition du moment et elle se comprenait comme telle dans la vidéo. Donc voilà, affaire à suivre puisque je vais évoluer sur cette question. Toujours sur cette question d'Occident, on a ce commentaire. Alors je mets aussi des commentaires qui sont parfois, comment dire, pour rester gentil, imprécis. Voilà, imprécis. Vladimir Jo. Le fait que vous mettiez l'État islamique et la Russie dans le même sac vous disqualifie totalement. Alors, Vladimir Jo fait référence au fait que, je dis, l'Occident existe parce que des ennemis nous désignent comme tels. Et dans les ennemis affichés et autoproclamés de l'Occident, je mets l'État islamique et Vladimir Poutine. Alors, je ne les mets évidemment pas sur un pied d'égalité, bien entendu. Mais par contre, ce sont une entité et un homme d'État qui se sont tous les deux définis comme opposants à l'Occident. C'est en cela que je les mettais ensemble et je ne mettais pas un signe égal
Mais voilà, je tenais à le préciser parce que, évidemment, c'était une imprécision, à mon avis, de la part de Vladimir Joe, qui n'a pas dû parfaitement comprendre ce que je voulais dire, ce qui est sans doute dû à mes propres imprécisions. Alors, autre critique qui m'a été faite et en longueur, c'est le fait que je voyais l'Occident comme très positif. Avec déjà plusieurs commentaires qui reprenaient ma petite allégorie de la guitare électrique et de la guitare acoustique, où je disais que la guitare électrique provoquait chez la foule de manière... qu'on le veuille ou non, elle provoquait chez la foule, la guitare électrique, plus d'entrain et de réaction endiablée qu'une guitare acoustique. Alors on a par exemple Sharky, qui sur Twitter a écrit « Autour d'un feu de camp lors d'une soirée avec quelques amis, seriez-vous certain de préférer que l'un d'eux joue de la guitare électrique plutôt que des morceaux en acoustique sur lesquels tout le monde pourrait chanter à l'unisson ?» Je répète, pour que ce soit bien clair, c'était une allégorie. Voilà, c'était une réflexion qui m'était venue. C'est pas du tout une démonstration scientifique. C'était juste une image. Voilà, donc il faut pas en faire des tonnes. Mais malgré tout, je vais répondre à ce commentaire parce que je le trouve intéressant. Évidemment que dans des petits groupes et dans des cadres particuliers, oui, la guitare acoustique est meilleure et plus sympa. Et moi-même, j'en conviens. Et je serais peut-être même d'ailleurs de ceux qui considèrent d'ailleurs la guitare acoustique comme supérieure à la guitare électrique. C'est-à-dire que vous saviez, je vous ai dit dans cette vidéo, on peut faire tous les traités savants sur la supériorité de la guitare acoustique par rapport à la guitare électrique. Bah, malgré tout, ça n'empêche qu'une foule en concert, elle préfère la guitare électrique. Et bien c'est ça l'allégorie que je voulais mener. Alors, mais tout en me considérant, moi, finalement, peut-être plutôt dans le camp de la guitare acoustique. Donc voilà, évidemment qu'il y a plein de moments où la guitare acoustique est meilleure et où moi je la préfère, c'est-à-dire quasiment tout le temps en réalité, même si dans un concert, là encore c'est particulier, on a une foule, on a un esprit de foule, c'est ça qui est important dans ce que je disais, c'est la foule. Voilà. Quand on parle de grande masse, quand on est dans un événement festif, on préfère une guitare électrique, c'est comme ça. Alors, on entre dans le vif du sujet. Alors, Denis Vey qui reprend ma théorie sur l'occidentalisation par le progrès technique et ma comparaison entre le chômeur d'aujourd'hui qui vit 100 fois mieux que ses grands-parents et 1000 fois mieux que Louis XIV ou Louis XVI. Denis Vey qui écrit « Il me semble que beaucoup de choses t'échappent. » Voilà. Il ne faut pas comparer les époques de cette manière. Nos grands-parents, notamment dans le milieu rural, n'étaient pas dans le salariat pour nombre d'entre eux. Leur souffrance pouvait provenir d'une mauvaise récolte, mais aussi d'une crise financière. Les chômeurs, pour la plupart, ne se complaisent pas dans cette situation et pâtissent de l'incertitude quant à leur avenir. À l'évocation du chômeur qui vivrait bien mieux que nos anciens, ce qui peut s'entendre, ton sourire un tantinet narquois peut agacer. Oui, alors j'ai conscience que parfois je dis des choses qui peuvent être mal reçues. Voilà, c'était d'une simple comparaison et évidemment, je ne considère pas qu'il faille se moquer des chômeurs qui triment et qui souffrent. Je dis pas ça. Mais pour revenir au début de ton commentaire, il ne faut pas comparer les époques de cette manière. Si, justement, c'est tout l'intérêt de ce que je disais, il faut comparer. Pour bien prendre en compte et comprendre l'extraordinaire confort permis par le progrès technique, il faut évidemment comparer à travers les époques. Et on comprend qu'aujourd'hui, un chômeur, un smicard, il vit beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que le roi de France, que Louis XIV. Voilà, c'est évident. Pour plein de raisons, que ce soit la facilité des transports, que ce soit la santé, évidemment, l'eau courante, enfin bon bref, il y a plein de choses qui font que, de manière, évidemment, là encore, un peu caricaturale, puisqu'il y a évidemment des chômeurs et des gens très pauvres dans nos sociétés qui vivent très mal, et sans doute moins bien que Louis XIV. Mais en moyenne, c'est ça. Et c'est pour bien faire comprendre que le progrès technique l'emporte surtout, et c'est pour ça qu'il faut faire cette comparaison entre les époques. Toujours sur ces critiques qui considéraient que je voyais l'Occident comme trop positif, on a Isildur sur YouTube. « L'Occident détruit plus que quiconque la civilisation européenne. Je me demande comment on peut se positionner derrière une civilisation qui n'a eu de cesse de faire la promotion du cosmopolitisme, du multiculturalisme, du progressisme, tout ce qui est woke et transgenre émane de leur société, du consumérisme avec l'homme réduit à l'état de marchandise interchangeable, entité qui s'est développée derrière la logique des migrations, de l'homme nomade apatride et remplaçable, ainsi que sur la spoliation de la terre d'un peuple autochtone. » Alors là, on rentre dans un débat que je vais explorer, qui est l'opposition Occident-Europe. C'est-à-dire, l'Occident serait en fait une excroissance malade de l'Europe qui aurait renié ses valeurs ancestrales, grecques, latines, etc. Bon, je ne dis absolument pas que l'Occident est vierge de tout défaut. Et là encore, dans le terme Occident, je reprends la définition que j'ai prise dans ma dernière vidéo, qui n'est peut-être même pas encore d'actualité aujourd'hui pour moi, et qui n'est en tout cas pas une définition juste au regard des savants de la question qui ont étudié ce sujet pendant longtemps. C'est juste ma définition du truc. Voilà. Et qui sera sans doute revue dans les mois à venir. Mais évidemment
qu'il y a des très 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 mauvais côtés à tout ça, la décadence, l'immigration, le grand remplacement, etc. Tout ça, enfin, je combats tous les jours cette décadence et ces mauvais effets de l'Occident et du progrès. Donc évidemment que je sais qu'il y a ça. Mais cela n'empêche que même avec ces choses-là, on a quand même énormément de positifs. Et il y a tellement de positifs d'ailleurs que si on proposait à tous ces critiques de l'Occident de revivre avant les méfaits de la modernité, c'est-à-dire grosso modo, pour faire simple, revenir au début du 19e, fin du 18e siècle, il n'y aurait pas grand monde. Il n'y aurait pas grand monde parce que même si là-bas, c'était peut-être pas aussi décadent qu'aujourd'hui, et ça se discute évidemment en réalité, mais passons, on est quand même mieux avec le confort, avec les loisirs, avec la liberté. Évidemment, avec le progrès technique et compagnie. On est bien mieux. C'est pour ça que je parle de l'Occident plutôt comme positif, ou en tout cas de l'Europe comme positif. C'est parce que il y a quand même, si on fait les plus et les moins, honnêtement, je vois pas comment on peut mettre plus de choses dans la colonne moins. Voilà. Je comprends que ce qu'il y a dans la colonne moins est dramatique et sans doute catastrophique au sens civilisationnel du terme, bien entendu. Mais pour être honnête, on ne retournerait pas au temps passé. Voilà. Où il y a très peu de gens qui seraient capables de le faire. Il y a très peu de gens qui seraient capables de choisir l'URSS au temps soviétique face aux États-Unis s'ils devaient vivre quelque part. Il y a très peu de gens qui choisiraient de revenir au XVIIIe siècle s'ils en avaient la possibilité. Voilà. Donc, je ne nie pas que l'Occident, et notamment la décadence induite par le progrès technique, est dramatique. Je ne le nie pas du tout. Mais pour moi, les côtés positifs existent et le nier est absurde. Alors, autre critique, ceux qui considèrent que l'Occident n'est pas au top du progrès technique. J'ai vu ça revenir plusieurs fois. On a par exemple Joe PC qui déclare « Le progrès technologique est largement reparti à l'Est depuis un certain temps. Non, l'Occident n'est plus le seul pôle d'innovation technique, il est même à la traîne. » On a Henri Gauthier qui a fait un grand article sur Medium, je vous mettrai le lien en description. Il est très intéressant, même si je le trouve erroné à plein d'égards. Je vais revenir sur certains points, j'aurais aimé revenir plus, mais j'ai pas le temps. Mais vous verrez qu'il est assez erroné sur ce point et sur un autre que je verrai plus tard. Donc Henri Gauthier écrit « Nicolas développe un argument qui se retourne contre sa conclusion. En effet, si l'occidentalisation du monde est liée au progrès technique, qu'advient-il si l'Occident perd son hégémonie technique? C'est à mon sens tout un pan qui manque à sa réflexion. S'il est vrai que l'Occident a séduit les peuples du monde via le progrès, cet avantage est en passe d'être remis en question. L'Occident n'a absolument plus le monopole du progrès et du confort technologique. Les pays occidentaux le savent, ils sont concurrencés par des pays qui offrent le même niveau de développement technique, voire supérieur. » Donc voilà, donc on a Joe PC et Henri Gauthier qui nous disent finalement l'Occident n'est plus à la pointe technologique du progrès technique. Bah, c'est complètement faux. Tout simplement parce que il n'y a pas aujourd'hui d'endroit dans le monde. Alors là, évidemment, je triche un peu puisque moi, dans ma définition, j'inclus les États-Unis, mais les États-Unis, c'est encore et toujours le centre névralgique de l'innovation technologique. Alors vous allez me dire, oui, mais en Chine, il y a des choses sur l'intelligence artificielle et compagnie et compagnie. Oui, mais non, en réalité. Oui, bien sûr qu'il y a des avancées là-bas, mais il manque au peuple chinois, et je pourrais revenir là-dessus, des caractéristiques bioculturelles qu'il n'y a pas chez eux et qu'il y a chez les Européens, qui font que les Européens seront toujours à la pointe de l'innovation, tentés bien sûr qu'ils ne soient pas dans un état de décrépitude civilisationnelle totale, et là effectivement ça changera de place et de bord, mais là c'est toujours pas le cas, et non, il n'y a pas d'autres pays qui prennent le leadership. Voilà. Il peut y avoir des pays où il y a des pôles d'innovation intéressants, je pense évidemment aux pays asiatiques, comme par exemple le Japon, la Chine, la Corée et compagnie, mais non, l'Occident est toujours au top du progrès technique. Il l'a été, c'est lui qui a fondé la modernité. Voilà, 80% des plus grandes inventions de tous les temps viennent des Européens. Et là encore, vous voyez que je fais une confusion européen-occident, mais vous avez compris que dans ma tête, c'est à peu près la même chose, même si c'est fautif. J'y reviendrai. Bref, mais non, aujourd'hui, évidemment que l'Occident a encore le monopole du progrès et du confort technologique, bien entendu. D'ailleurs, il suffit de voir le fait que même dans des pays qui vivent le progrès technique et le confort de plus en plus important, je pense par exemple à la Chine ou l'Inde, c'est encore assez parcellaire et on vit encore dans certains coins de ces pays comme dans le tiers-monde. Voilà. Donc
Aujourd'hui, l'Occident est toujours au top. Voilà, clairement. Alors, peut-être qu'il y a des contre-arguments, peut-être que je me trompe sur ce point. Honnêtement, je ne le pense pas. Voilà, je suis ouvert à la discussion. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que le leadership technologique est parti. Voilà, ça, c'est pas possible. On peut dire il s'est un peu divisé et l'Occident n'a plus 90% du marché de l'innovation technologique et du génie technologique, mais il n'a plus que 60-70%. À la limite, pourquoi pas, je dis là des trucs au doigt mouillé, mais dire que il n'est plus majoritaire dans l'innovation technologique et tout ce qui se fait en termes de confort technique, honnêtement, je pense que c'est fautif. Alors, autre critique, ceux qui contestent le fait que l'occidentalisation soit inévitable. Alors là encore, je me répète, occidentalisation, européanisation, bref, ce sont un peu des synonymes dans cette vidéo, même si ça inclut les États-Unis, et je sais que c'est pas forcément très bien vu, notamment au plan géopolitique, on y reviendra. Mais je fais ce rappel parce que ça a été une critique constante et, je pense, assez justifiée. C'est pour ça que je redis à chaque fois. Parce qu'il faut que je reprécise cette question-là ultérieurement. Bref, alors, l'occidentalisation n'est pas inévitable, selon beaucoup des gens qui ont commenté cette vidéo. Alors, évidemment, je rappelle une chose que j'avais dit dans ma vidéo à demi-mot, mais que je redis là très clairement et en longueur. L'occidentalisation complète et totale des pays non européens est impossible. Voilà, est impossible pour plein de raisons qui sont d'ordre bioculturel, sur lesquelles je ne reviendrai pas dans cette vidéo, mais qui sont évidentes pour ceux qui s'intéressent à toutes ces questions à la fois scientifiques et civilisationnelles. Mais il y a des degrés d'occidentalisation qui sont atteignables par les peuples extra-européens. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Quand je parle d'occidentalisation du monde, c'est pas tout le monde devient immédiatement des Européens, c'est impossible, mais par contre, tout le monde tend vers cela à des degrés divers avec des frontières, des barrières différentes selon les peuples donnés. Alors on a par exemple plusieurs critiques sur l'Iran. Moi j'avais dit, et je le maintiens d'ailleurs, que les révoltes populaires en Iran, qui s'étendent d'ailleurs un petit peu, même si elles restent sans doute marginales au regard de la population totale, mais qui sont quand même importantes, notamment chez les élites. J'avais dit la révolte en Iran a beaucoup moins à voir avec des manipulations de la CIA et compagnie qui peuvent exister, mais tellement à la marge que c'est anecdotique, qu'avec le progrès technique et mécaniquement l'occidentalisation. On a donc Ulfric Sombrage qui me dit « Pour la révolte iranienne, je suis moyennement convaincu de son caractère spontané. » On a Gauthier Félix « En quoi est-ce impossible que l'Iran soit manipulé intérieurement par la CIA ? La CIA l'a pourtant fait en Afghanistan. » Et Jérôme Clément sur l'Iran « Qui est derrière et pourquoi ?» Toujours la même réponse et rien à voir avec le progrès technique. Je me répète sur cette question. Oui, il peut y avoir des manipulations en Iran de manière indirecte, vraiment très indirecte pour le coup, mais qui sont homéopathiques par rapport à des manipulations américaines dans d'autres révoltes populaires. Vraiment. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'Iran est une terre extrêmement hostile pour les agents d'influence américains. Enfin, c'est une évidence de le dire. Et donc, il est absolument impensable que cette révolte populaire soit organisée par la CIA, Soros et compagnie. C'est absolument impossible. Qu'elle ait pu être encadrée, notamment par des agents d'influence qui sont en exil aux États-Unis et compagnie, et qui peuvent donner ça et là une impulsion à droite à gauche, pourquoi pas, évidemment, bien entendu. Mais par contre, c'est une révolte interne au peuple iranien, ou plus précisément, interne aux élites iraniennes, qui s'occidentalisent par la force des choses parce que, comme je le redis une dernière fois, le progrès technique entraîne mécaniquement une occidentalisation. Donc des manipulations à la marge, pourquoi pas, évidemment, des manipulations qui ont créé cette révolte, impossible, ou alors vraiment la CIA est extrêmement forte, et honnêtement j'ai quelques doutes là-dessus. Alors on quitte l'Iran et on revient à ces critiques contre l'occidentalisation du monde présentée comme inévitable par mes soins, avec Foxabel qui reprend un petit peu mon exposé sur le fait que le confinement et les restrictions énergétiques entraînent mécaniquement une adhésion à l'idéologie écologiste, puisqu'on réduit notre consommation, on préserve l'environnement, etc. Mais de manière indirecte, parce que le but, c'est avant tout d'économiser de l'argent. Et je dis que, du coup, qu'on adhère à l'écologisme plus par contrainte, par des circonstances extérieures, que par la propagande idéologique en faveur de l'écologie. Et donc, Foxabel me répond, à moins que ce ne soit le contraire, que les confinements et futures restrictions énergétiques ne soient acceptés aussi facilement que parce que nous sommes conditionnés depuis des décennies à l'impératif d'austérité prôné par l'écologie. Alors c'est une réflexion intéressante, oui, c'est évident que
on accepte d'autant plus des restrictions écologiques qu'on a baigné dans la propagande en faveur de tout ça. Évidemment, ça facilite les choses. Mais la cause première de la baisse de la consommation énergétique qu'on va avoir peut-être cet hiver, c'est absolument pas l'écologie et les débats d'idées et compagnie. C'est juste que ça va coûter beaucoup plus cher. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que les circonstances l'emportent dans énormément de cas sur l'idéologie. Alors on a Jack Maxwell, incroyable. Tu as travaillé sur Immédiat et tu prétends désormais que la masse veut l'occidentalisation. Réveillez-vous, la masse ne veut rien. Elle suit ce qu'on lui dit. Et même en Iran, pas par les espions américains, mais par le rouleau compresseur américain médiatique qui doit agir beaucoup, surtout chez les femmes les plus sensibles aux avis extérieurs. Bientôt, tu vas nous dire que la masse veut le multiculturalisme et l'invasion migratoire. Alors oui, évidemment, le soft power américain peut jouer un rôle en Iran, mais les amis, si le soft power américain fonctionne aussi bien, et si les productions culturelles locales dans tous les pays du monde fonctionnent moins bien, c'est peut-être là encore un retour à l'allégorie de la guitare électrique. Je veux dire, on peut ne pas aimer, je suis le premier à pas aimer tout ce qui se fait aux États-Unis, loin de là, hein, on va pas se mentir, même s'il y a des belles productions littéraires, au cinéma aussi, etc., mais même musical aussi. Mais oui, globalement, ils produisent de la merde. Et ça marche. Donc peut-être que c'est aussi une conséquence logique qui n'a rien à voir avec des manipulations. Bon bref, je ne vais pas revenir là-dessus. La masse, évidemment, répond à la propagande extérieure. Évidemment, et je suis le premier à le dire, à le déplorer. Ceci étant dit, quand partout dans le monde, on a une occidentalisation massive, c'est pas seulement une affaire de propagande. En réalité, c'est avant tout, et je le répète, mais parce que la propagande, c'est de l'idéologie, c'est de l'idée. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est le progrès technique, c'est le confort. Et vu que l'Occident, c'est cet espace imparfaitement défini par mes soins, j'en conviens, mais cet espace géographique et scientifique, on va dire, qui a créé le confort moderne, bah évidemment que l'Occident attire. Et il attire avant tout pour ça. Le soft power, les manipulations et compagnie, oui, ça a une importance, et ça a même une importance capitale dans plein de situations. Mais dans des cas d'occidentalisation classique, on va dire un peu en lame de fond, eh ben l'influence idéologique, ça n'a pas d'importance. Les gens veulent du confort, les gens veulent de la liberté. Une fois qu'ils sont éduqués, qu'ils ont travaillé avec des étrangers, qu'ils ont vu l'étranger, que ce soit d'eux-mêmes ou par la petite lucarne, eh bien, ils se rendent compte qu'il y a meilleur ailleurs et qu'ils préfèrent la liberté et le confort à leur mode de vie actuel. C'est ça le premier moteur d'occidentalisation. Évidemment que la propagande joue un rôle insensé, évidemment que le français moyen, l'iranien moyen, même l'américain moyen d'ailleurs, est énormément influencé par la propagande à tous les étages, mais c'est pas la seule chose. Et sur le fait que la masse veut le multiculturalisme et l'invasion migratoire, bah là, je suis désolé, mais non. On a tous les sondages d'opinion dans tous les pays du monde qui nous montrent que c'est pas le cas. Là, pour le coup, c'est pas une adhésion volontaire ou involontaire, manipulée ou pas. Pour le coup, si tu regardes dans tous les sondages d'opinion, tu vois que c'est un rejet massif de l'immigration. Et si on faisait ce sondage par statistique ethnique, par stratification ethnique, je pense qu'on serait sur un rejet plus que massif chez les Européens de souche. Bref, donc tout ça pour dire que là, tu parles de deux choses différentes. C'est-à-dire que même avec une propagande énorme, en fait, les Français ne veulent pas de l'immigration. Pourquoi ? Parce que, là encore, l'idéologie ne suffit pas, la propagande ne suffit pas. Ce qui compte, c'est le réel, c'est le vécu. Et en fait, quand on vit l'immigration, on n'en veut pas. Même avant de l'avoir, déjà, on a des doutes, malgré toute la propagande en cours. Et on la veut pas. Donc là, c'est pas une question de propagande, c'est une question de trahison politique. On a des dirigeants qui imposent quelque chose par la force. Donc là, c'est plus de la propagande, c'est de la trahison. Ce qui est un autre sujet. Guesclin d'Arc qui écrit « Avant le grand remplacement, il a fallu qu'il y ait le petit remplacement. Celui-ci, pour ce faire, passa par la première révolution de couleur, à savoir mai 68. LCR subventionné par la CIA, la bourgeoisie, etc. » Oui, tout à fait, mai 68, c'était une révolution douce, une révolte, on va dire, parce qu'il n'y a pas eu non plus... des centaines de morts, mais c'était une révolte des élites, tout comme en Iran d'ailleurs, qui a été encadrée par des services extérieurs, sans doute pas que la CIA d'ailleurs, mais c'est certain. Mais là encore, mai 68, les gens étaient mûrs pour ça. On n'y peut rien, ils ont été rendus mûrs par toute une propagande initiale, mais aussi par la soif de liberté, la soif de confort qui a amolli les esprits, etc., les cœurs et compagnie.
Et donc, mai 68 était une conséquence, malheureusement, je dis bien malheureusement pour que ça soit clair, malheureusement logique du progrès technique. Ça a été encouragé, encadré, peut-être même en partie provoqué par des services étrangers, bien entendu, mais le fait est que ça serait advenu à un autre moment, quelques années plus tard, au plus tard à mon avis, naturellement. Parce que, voilà, une fois que le peuple a vu ce qu'il pouvait avoir en envoyant valdinguer le vieux monde, aussi déplaisant que ça soit pour nous, bah, une fois que le peuple a vu ça, il a envie de liberté, de confort, etc. Et là, pour le coup, je m'y retrouve plutôt. Je veux dire, c'est pas déplaisant. C'est juste qu'il faut comprendre ça. En fait, cette révolte de 68, qui était encadrée par des forces diverses et variées, c'était le pendant négatif du progrès technique. C'était la décadence. C'était cette soif de liberté qui amène le pire, qui amène la licence, qui amène l'excès. Voilà, les excès en tout genre. Donc, c'était inévitable, malheureusement. Et peut-être d'ailleurs que les Européens devraient comprendre que c'était une phase de l'enfance ou de l'adolescence et qu'il conviendrait d'être adulte aujourd'hui et d'en finir avec tout ça. Mais enfin, c'est un autre sujet. Henri Gauthier, dans son long article, parle également de tout ça. Il écrit en me citant « L'occidentalisation n'a pas besoin de manipulation extérieure pour advenir ». Donc là, c'est moi qui le citais. Et il répond « Cet argument qui consiste à dire que l'Occident séduit de facto sans avoir besoin de manipulation extérieure tombe. Et pourtant, c'est l'inverse qui est en train de se produire. Les pays occidentaux, se sachant concurrencés sur le plan de développement technique et du confort, se durcissent. Leur soft power est de plus en plus dur et menaçant envers les autres pays. Même dans les pays qu'on dit opposés au monde occidental, typiquement la Russie, la Chine, l'Inde, etc., l'Afrique, tout ce que vous voulez, même le Venezuela ou les trucs comme ça, en réalité, toutes les élites ont les yeux rivés vers l'Occident. Je l'ai démontré pour la Russie, je ne vais pas refaire la démonstration. Pour la Chine, je pourrais faire exactement la même avec un peu plus de limites parce que là, pour le coup, il y a un appareil d'État extrêmement répressif, encore pire que la Russie, et puis un esprit vraiment différent d'une autre. Mais malgré tout, même avec ces grosses différences, je peux vous assurer que les élites chinoises regardent vers l'Occident avec envie, avec une envie teintée de dégoût, et de répulsion peut-être, mais avec de l'envie quand même, parce que le pouvoir d'attraction de l'Occident, de l'Europe, du monde occidental, dans tous ses excès, mais dans toutes ses beautés aussi, bien, il est trop fort. Même pour des pays qui sont soi-disant en lutte contre le démon occidental. Même si c'est vrai que géopolitiquement, pour le coup, il y a des logiques différentes, avec peut-être des affrontements géopolitiques, mais sur le plan du soft power, là, c'est à mon avis un autre débat. Alors pour continuer sur les critiques, il y a ceux qui considèrent que je ne prends pas en compte un grand complot. Et là on a le charmant pseudonyme de Lacouille Vaincra qui me dit « D'habitude j'apprécie tes vidéos et ton travail, mais là tes exemples ne sont souvent pas pertinents et tu fais abstraction du principal pour ne te focaliser que sur le reflet. Tu oublies le plan assumé des élites occidentales depuis des décennies. Aujourd'hui, résumons ça par le World Economic Forum. Donc, ce n'est pas la Russie qui choisit le cadre. Alors, il y a tout un développement que je vous passe parce qu'on n'a pas le temps. Mais en gros, il y a un complot des élites, ou en tout cas, les élites s'entendent autour d'un plan visant, en gros, je la fais très simple, je l'ai revu revenir dans plein de commentaires, j'espère ne pas être trop caricatural, mais les élites de tous les pays, etc., l'hyperclasse mondiale, s'entendent de manière au moins inconsciente, mais souvent dans les commentaires que je voyais, c'était quand même de manière très consciente, pour asservir les peuples des nations et assurer leur mainmise sur eux. Voilà. On a par exemple Clovis Gia qui parle du fait que nous faisons face à une caste transnationale oligarchique constituée de traîtres, que ce soit Poutine, Zelensky, Biden, Macron, Trudeau, Johnson, Ping, Trump et les consorts de l'oligarchie marchande. Alors là, tout le monde est mis dans le même sac, y compris Poutine et Ping, le chinois. Bref, bon, pourquoi pas, y compris Trump. Bon, je ne sais pas exactement, mais enfin, bref. En gros, on a plein de commentaires, là j'en cite deux, mais il y en avait des dizaines, qui considéraient que je ne parlais pas assez de cette idée d'un complot mondial. Eh bien, les amis, je n'y crois absolument pas. Voilà. Je n'y crois pas, alors pour plein de raisons. Premièrement parce que j'ai été à mon échelle, alors c'était pas extraordinaire, mais proche de milieux de pouvoir, en France uniquement évidemment, et que du coup j'ai rencontré des têtes pensantes. Voilà. Et j'ai constaté que ces gens étaient des idiots. Voilà. Alors je l'ai un peu développé dans une vidéo réservée aux abonnés.
sur mon expérience en politique politicienne, les gens sont idiots, vraiment. Ça, c'est un truc qu'on sous-estime beaucoup trop. Donc, déjà, premier contre-argument au complot mondial. Deuxième contre-argument, en fait, ça serait un complot qui détruirait ces élites, à la fois au niveau de leur pays et de leur empire, mais aussi à leur niveau individuel. Je m'explique. D'abord, le niveau individuel. Les élites, pendant très longtemps, n'ont pas subi les effets de leur politique migratoire. Pendant très longtemps, elles ne voyaient pas ça. Aujourd'hui, elles le voient. Elles le subissent. Elles le subissent, ce phénomène qu'elles ont voulu de toute leur force, jusqu'à justement forcer les Français, bref, et tous les autres peuples du monde presque. Et ça, c'est quelque chose qu'elles n'avaient pas anticipé, mais parce qu'elles ne pouvaient même pas l'anticiper, parce que dans leur tête, et dans la tête de vraiment énormément de ces élites, vous avez vraiment la croyance que l'immigration est une richesse pour le pays. Vraiment. Je ne délire pas. C'est un vrai truc. Ils y croient vraiment. Pas tous, alors il y a des mecs très cyniques mais dans le tas, mais même ceux-là d'ailleurs se font rattraper, que ce soit par l'insécurité ou que ce soit par leurs enfants. Parce qu'en fait, on entend souvent les élites veulent abêtir la jeunesse, les Français, dans tout le monde occidental et dans tout le monde entier, parce que ça fait des citoyens malléables et idiots pendant que eux, en fait, ils perpétuent leur caste. Bon. Mais c'est complètement faux, c'est même délirant. En réalité, toutes les classes sociales, même les plus aisées, voient leurs enfants devenir bébêtes, devenir racaillisés, devenir lobotomisés. Voilà, c'est ça la réalité. Par exemple, pour prendre cet exemple de la culture racaille, la manière de parler des racailles, ce langage, cet accent bizarre et répugnant, vous l'avez partout, même dans les lycées parisiens les plus huppés, où il y a tous les fils de diplomates, ministres et compagnie. Vous avez cette chose-là, vous avez cette fascination pour la culture racaille, vous avez cette éloge de la paresse, vous avez des gens paresseux, vous avez des gens qui ne sont pas travailleurs, vous avez des gens qui sont obsédés par les écrans, par le rap, qui sont devenus des zombies. Donc, c'est pas du tout un plan conscient, cette chose-là. Et de la même manière, là j'étais sur le plan individuel, prenons dézoomons un peu et revenons sur le plan des nations ou des empires. Prenons l'exemple américain. Les États-Unis sont en train de se suicider. Eux, les vilains méchants qui sont en train de déverser leur propagande woke sur le monde entier, parce qu'ils savent que ça peut détruire le monde entier et pas eux, ils sont en train de faire la même chose chez eux. C'est pas du tout coordonné, c'est pas du tout une volonté. Alors ça peut exister, la volonté d'amener du wokisme, enfin du gauchisme, parce que c'est ça le bon terme, dans des universités françaises ou autres, mais on n'a pas besoin d'eux pour avoir des universitaires égalitaristes, ça c'est une autre question. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils le font eux-mêmes chez eux, parce qu'ils y croient, parce qu'ils sont prisonniers de leur schéma de pensée, et que c'est pas du tout un complot. Vraiment. Si c'était un complot, les Américains ne feraient pas ça. Ils ne sacrifieraient pas leur pays à la fois via l'immigration de masse et via la promotion du gauchisme. Bref, c'est pour ça que, évidemment qu'il y a des complots dans l'histoire, il y en a eu plein, évidemment qu'il y a des très gros complots parfois, mais sur ce point précis, qui est l'occidentalisation, je ne pense pas que ça soit une volonté de détruire par la décadence tous les pays. Ceux qui le promeuvent ne comprennent pas les implications de leur politique et qu'ils sont en train de se suicider. Et vu que c'est un suicide, ça ne peut pas être un complot. Ça ne peut pas être les deux à la fois. C'est pas possible. Ça n'empêche que dans le cas de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, évidemment qu'il peut y avoir des manipulations de part et d'autre. Il y en a évidemment. Donc je suis pas stupide là-dessus, je le répète. Je sais évidemment qu'il y a des manipulations et des complots. Alors parmi les critiques que j'ai reçues, il y en a beaucoup qui continuent à idéaliser la Russie. J'ai par exemple Hyperboréan, qu'on a déjà entendu tout à l'heure, qui écrit par rapport à une phrase que j'ai dite, la Russie a rejeté l'Europe, donc ce que j'avais dit, et voilà ce qu'il répond. Non, c'est factuellement faux. La Russie a au contraire tout fait pour tisser des liens avec l'Europe, mais les États-Unis et quelques États comme la Pologne ont tout fait pour empêcher cela. Les uns par calcul géopolitique, les Américains, les autres par esprit revanchard, les Polonais. Je reviens sur ce que j'ai déjà dit. C'était peut-être pas assez clair dans ma vidéo, j'en conviens, alors je le redis. Une grande figure du Grèce de l'époque, de la nouvelle droite et compagnie, pendant des décennies, était aux premières loges de ceux qui, à droite, tentaient de nouer des liens avec la Russie, des liens concrets. Il a fait partie de délégations et compagnie qui sont allés en Russie rencontrer des dignitaires russes, notamment militaires, pour leur demander de faire quelque chose pour travailler ensemble et avoir un avenir commun sur le plan géopolitique, etc. etc. Et, c'est ce que je n'ai peut-être pas dit assez clairement, mais là on a
comment dire ça, une expérience de premier ordre, de première main, sur la réponse des grandes figures intellectuelles et militaires russes sur cette question-là. Leur réponse a été, je la fais de manière très courte, très caricaturale, mais au final, c'est ça que ça veut dire. Leur réponse a été non, démerdez-vous, l'Europe, on n'en a pas besoin, on fera sans. Je ne vois pas ce qu'il vous faut de plus. Vraiment, je veux dire, vous demandez à un Russe s'il se sent européen, non, il vous dira je me sens russe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien historique, culturel, civilisationnel entre la Russie et l'Europe. Évidemment, je ne dis surtout pas ça. Ça serait même dans un monde idéal, je le dis pour que ça soit bien clair, ça serait très bien que la Russie et l'Europe forment un tout. Je ne veux pas être anti-russe par principe, ça n'a aucun sens. Évidemment qu'il y a des Russes qui sont des Européens ethniques, évidemment. Il y a une union civilisationnelle qui pourrait être possible dans un monde idéal, mais qui, par la force des choses, ne l'est pas. Parce que les Russes eux-mêmes envoient balader gentiment, et pas aussi vulgairement que ça, mais les gens qui viennent leur demander de l'aide ou qui viennent leur demander de souscrire à cette idée d'une union. Voilà. Donc je conçois qu'il y ait pu avoir des signaux publics qui aient été envoyés en le sens d'une union entre la Russie et l'Europe, pourquoi pas, mais dans la réalité, des gens qui ont essayé de le faire advenir se sont vus opposer un refus. Voilà. Alors après, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et puis là, de toute manière... De toute façon, soyons dans la réelle politique, pour le coup, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est fini. C'est fini. Alors, quels que soient les torts, c'est fini. Voilà, c'est comme ça. Enfin, c'est fini pendant 15-20 ans ou moins, quoi, je pense. Donc, bon, passons à autre chose. Hein. Donc, voilà, moi, je vous redis, la Russie a rejeté l'Europe. J'ai un exemple très concret là-dedans, qui prouve cela. Voilà, après, on peut en discuter pendant des heures, hein, mais... Quand vous avez des grands dignitaires et des grands intellectuels russes qui vous disent bah non, l'Europe c'est assez fini finalement, à quoi bon quoi ? À quoi bon dire le contraire, j'ai envie de dire. Alors, parmi ceux qui idéalisent toujours un petit peu la Russie, on a Isildur sur YouTube. À l'inverse de l'Occident, bien que multiethniques, les peuples qui vivent en Russie sont des peuples enracinés depuis des temps immémoriaux qui n'ont jamais songé à se déverser sur les terres du monde entier. Tous les peuples du monde ont déjà songé à se déverser sur les terres voisines s'ils en avaient les moyens. Les Français l'ont fait, les Américains le font, même s'ils sont assez isolationnistes en réalité, puisqu'ils déversent leur GI et pas leur peuple. Les Russes, alors je ne suis pas un spécialiste de l'histoire russe, mais il me semble quand même qu'il y a eu quand même 2-3 incursions russes chez les voisins, passons. Mais surtout, c'est ce côté toujours idéaliste. Voilà, la Russie, peuples enracinés depuis des temps immémoriaux et compagnie, mais je veux dire, c'est beau, oui, là, et les Français aussi, les Français de souche sont évidemment des peuples enracinés depuis des temps immémoriaux, mais alors, en fait, qu'est-ce que ça change ? Je veux dire, c'est pas pour autant que ça fait de la Russie ou de la France quelque chose, des peuples bons par essence, ou des peuples qu'on doit soutenir par essence dans une crise géopolitique. Pour moi, là, on est dans le fantasme. Voilà. Là encore, débat d'historien, donc je suis pas spécialiste, je vais pas m'avancer parce que sinon je vais devoir refaire une vidéo où je réexplique les choses. J'ai pas envie de raconter une connerie, mais oui, il y a des peuples enracinés. Non, ils ont déjà songé à se déverser sur leurs voisins au moins. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est de l'idéalisme encore. Enfin, de l'idéalisation, pour être plus précis. Puisqu'on parle d'idéalisation, alors là, c'est un peu caricatural, mais quand même, c'est quelque chose qui est revenu en fait de manière beaucoup moins direct, mais quand même, Français patriote qui me dit « Vous vous basez sur des arguments faux propagés par des agents américains. » Première nouvelle. Vous êtes intelligent, mais ouvrez les yeux. Zelensky et ses sbires sont pourris. Alors ça, je suis assez d'accord. Là où ça se gâte, c'est la partie suivante. La sainte Russie doit vaincre le malin pour restaurer la grande Europe. Si elle perd, tout est perdu. Là, on est vraiment dans un délire pas possible. On est sur l'idéalisation de la Russie comme gardienne de la chrétienté, des valeurs traditionnelles et compagnie. Je renvoie ce Français patriote à ma vidéo qui démontre de manière claire que c'est pas du tout aussi simple que ça et qu'en réalité, la Russie, pour qui connaît ses élites au moins, c'est pas du tout
le cas. Mais c'est assez amusant que malgré cette vidéo, malgré le visionnage de cette vidéo, il y a toujours des gens qui voient en Poutine et en la Russie voilà, des alliés sains pour restaurer l'Europe, le christianisme, que sais-je. Bref, c'est quand même assez incroyable. Schroeder Ismaël qui écrit « Certaines des positions dans cette vidéo relèvent du bon sens, merci à toi. Par contre, faire de la Russie un empire antiraciste, c'est, excusez-moi l'expression, un délire qui fait fi de l'histoire du pays. » Bah non. Alors là, franchement, pour le coup, c'est typiquement un empire, la Russie déjà. Sur la première partie, je pense qu'on est d'accord. Il y a des peuples différents qui cohabitent au sein de ce territoire, régis par un pouvoir central très fort, qui fait d'ailleurs des distinctions entre nationalité et citoyenneté. Bref, on est sur un empire. C'est extrêmement classique. Et antiraciste, bah oui, désolé l'ami, hein. Vladimir Poutine lui-même se réclame de ça. Alors certains vont me dire oui, c'est un discours de façade. Bah déjà, c'est un discours de façade qui pue déjà, premièrement, et qui mérite d'exister. Donc bah déjà, on s'appuie sur ce qu'on peut, donc et ce qu'on a. Donc là, j'ai ça. Puis moi, je pense pas que ce soit un discours de façade. Je pense que vraiment, même s'il doit y avoir, évidemment, parce qu'on est chez Vladimir Poutine et dans la Russie, on doit avoir évidemment un reste de pensée pas très sympa envers certaines ethnies, bien entendu, mais je pense vraiment que c'est la croyance du régime et qu'on est bien sur un empire antiraciste. En tout cas, il n'y a pas de contre-argument. Et là encore, bah, à la limite, si j'ai tort, prouvez-le moi, pas de souci. Moi, je vous montre des choses qui tendent à prouver que j'ai raison. À vous d'avancer vos pions, les amis. Hein. Alors, on a le commentaire de Vali595959. Si vous voulez ne rien comprendre à cette question, donc la crise russo-ukrainienne, perdez votre temps et regardez cette vidéo. Un petit exemple, l'avortement. Les chiffres utilisés dans la vidéo datent de 2014. Alors, je vous passe son message. Alors oui, effectivement, le taux d'avortement a réduit depuis 2014. Les chiffres dataient un peu, effectivement. Mais là, on est face à un commentaire qui mérite qu'on s'y attarde, puisqu'il fait deux choses. Premièrement, il prend un petit passage, ce qui semble être une erreur factuelle dans 1h10 de vidéo argumentée, dans les conditions du direct, je le rappelle, pour décrédibiliser l'ensemble de la vidéo. Ce qui est quand même génial. Quand tu as bossé, que tu as réuni des infos et que tu tapes l'enregistrement et compagnie, et que tu vois un commentaire comme ça, déjà ça rend fou. Bon, mais ceci étant dit, c'est vrai. Les chiffres récents montrent que le taux d'avortement a baissé, même s'il reste élevé, il est redevenu dans une espèce de moyenne classique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet quand même de voir que le discours de la sainte Russie, de Poutine, gardien des valeurs et compagnie, c'est factuellement faux. Voilà, je passe sur le taux de divorce, le taux de suicide et compagnie. Bref, c'est un indicateur très clair qu'on n'est pas sur la sainte Russie fantasmée par la droite. Voilà. Alors ça a un petit peu baissé, mais même si aujourd'hui ça a baissé, c'est revenu à un niveau à peu près normal. En réalité, je crois que c'est au-dessus de la normale, mais enfin passons, c'est un détail. Ça n'empêche pas que pendant des années, ça a été largement au-dessus du taux en Europe. Et donc, ça veut dire que pendant des années, les gens qui regardaient la Russie avec des grands yeux énamourés, voilà, la Russie gardienne des traditions, se trompaient. Voilà. Encore aujourd'hui, ils se trompent pour plein de choses, parce qu'il n'y a pas que les avortements. J'ai pris cet exemple-là parmi plein d'autres. Voilà. Mais ça veut dire que cette fascination n'est pas saine. Elle n'était pas saine il y a quelques années. Elle ne l'est toujours pas aujourd'hui. Alors pour revenir aux critiques qui, à mon avis, idéalisent trop la Russie encore, il y a ceux qui considèrent que l'occidentalisation de la Russie n'est pas réelle. On a Henri Gauthier, par exemple, qui écrit « Nicolas Faure se lance ensuite dans une longue tirade sur la fascination des Russes pour l'Occident et sur son occidentalisation, en citant par exemple la maîtresse de Vladimir Poutine qui a accouché en Suisse. Là aussi, c'est simpliste de considérer ces micro-faits comme représentatifs d'une Russie qui s'occidentaliserait. Et tout ceci car le concept d'Occident a été mal défini de prime abord. » Alors je le répète, si le terme est peut-être flou, j'ai quand même parlé de choses bien précises, hein, le confort, le progrès technique, la liberté, les loisirs, etc. Bon. Et la décadence, j'y reviens pas. Voilà pour la parenthèse. Alors Henri Gauthier continue. Dire que la Russie s'occidentalise car les riches vont en Suisse ou à Londres, c'est comme dire que l'Arabie Saoudite devient laïque car la plupart de ses dirigeants ont une résidence secondaire à Londres. Alors, Henri Gauthier, cher Henri, oui, la Russie s'occidentalise. Je le maintiens, je le répète, et je le sais, c'est un fait. Les élites russes s'occidentalisent. Et mécaniquement, le peuple le fera aussi. Enfin, ça c'était avant la guerre, puisque là, j'en conviens, là, à mon avis, ça va prendre une direction un peu différente. En tout cas, il y a des grands risques, ou des grandes chances, selon où on se place. Mais l'occidentalisation des élites russes ne fait aucun doute.
Je l'ai démontré de manière claire. Et ce ne sont pas des micro-faits, c'est une réalité absolue. On a d'un côté des types qui fustigent l'Occident et qui derrière mettent leurs enfants à Londres ou à New York. Voilà, enfin, je veux dire, là, ça s'arrête là, théoriquement. Et pour les Russes, en règle générale, je le dis encore, dans les villes, principalement, parce que c'est là que ça se passe, oui, il y a une occidentalisation de fait. Alors, toujours, et je l'ai dit, avec quand même un esprit russe qui reste. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Évidemment qu'il y a une grande vitalité dans l'esprit russe qui fait que cette occidentalisation, elle n'est pas totale. Là encore, et c'est une question de degré, je le reprécise. Et puis surtout, eh bien, j'ai reçu des messages, alors positifs, là je parle que des messages négatifs, j'ai reçu plein de messages positifs, mais là qui concernent cette partie-là, avec ceux qui considèrent que j'ai bien cerné la Russie. Tout n'est pas parfait dans ma démonstration, évidemment il y avait des imperfections, j'ai pas la prétention d'être un parfait connaisseur de la Russie, ça serait idiot. Mais enfin, quand même, je pense que sur ce point, j'ai pas complètement tort. Et on a par exemple Warrior qui écrit « Vidéo salutaire, merci beaucoup, j'aurais aimé et qu'elle ait été publiée plus tôt. Ma copine est russe et je peux vous dire que la vie quotidienne dans sa petite ville de l'Oural, ce n'est pas le paradis. Elle préfère vivre en Île-de-France malgré tous les problèmes que nous connaissons tous. La jeune génération russe rêve de l'Occident en majorité, cela ne les empêche pas d'être patriotes et c'est normal. » Je ne peux que souscrire à ce que... Alors c'est normal, ça va dans mon sens, donc biais de confirmation, mais quand même, je pense que là on a un avis qui me paraît quand même assez éclairé sur la question. Pareil, on a Gigi Bébé qui écrit « Pour avoir vécu en Russie, merci. Que les droitards se trouvent un autre héros que Poutine. » Donc, et je sais ce que je dis, c'est-à-dire que oui, il y a une occidentalisation de la jeunesse. Oui, elle n'est pas totale. Oui, elle est bridée par l'esprit russe et compagnie. Mais les jeunes russes, notamment les citadins et les élites, rêvent de l'Occident. C'est évident. Mais comme le font les jeunes Chinois, comme le font à un degré moindre, j'en conviens, comme le font les jeunes Iraniens, et là pour le coup à un degré supérieur aux Chinois, et sans doute égal aux Russes, comme le font les jeunes Africains, comme le font les jeunes Sud-Américains. Bref, c'est logique, tout le monde rêve de l'Europe et de l'Occident. Voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est un fait. Oui, la Russie s'occidentalise, oui, il ne faut pas l'idéaliser. Voilà, ça c'est une chose qui est nécessaire d'avoir en tête. Et c'était l'un des objectifs de ma vidéo, de faire en sorte que ce regard fantasmé sur la Russie s'arrête. Donc je pense que ça a permis d'ouvrir les yeux à pas mal de gens, ça n'a pas convaincu d'autres, c'est comme ça. Mais ceux qui connaissent la Russie seront, alors pas forcément d'accord avec moi pour tous, évidemment, il y a des nuances et compagnie, me trouveront peut-être caricatural parce qu'évidemment, on pourrait faire 10 heures d'émission sur cette question-là, mais je pense quand même avoir bien saisi l'état de la jeunesse russe, qui est d'ailleurs conforté par les sondages que j'ai déjà cités dans ma vidéo précédente, donc je n'y reviens pas. Alors, autre critique, il y a ceux qui considèrent que j'ai idéalisé l'Ukraine. On a par exemple Anne-Elisabeth d'Orange qui écrit « En Ukraine, la GPA est autorisée et il y a des usines à bébés. Par ailleurs, il me semble que niveau corruption et réseau pédophile, ils sont pas mal non plus. » Très juste. Alors, c'est vrai que c'est une faiblesse de ma vidéo, j'en conviens tout à fait. C'était pas une erreur dans le sens où c'était un choix, mais ce choix n'était peut-être pas parfait, puisqu'il pouvait laisser croire que j'idéalisais l'Ukraine. Ce qui est absolument pas le cas. Mais alors absolument pas. Zelensky, je l'idéalise pas du tout. Toute sa clique autour de lui et qu'il l'a mis au pouvoir, etc., je ne l'idéalise pas du tout. La société ukrainienne non plus. Bref, je sais que ce qui se passe dans ce pays est pas du tout reluisant, vraiment. Je suis au courant de ça. Et c'est vrai que j'aurais pu plus en parler peut-être. Pour moi, ça rentrait pas en compte dans ma démonstration. Mais c'est vrai que voilà, bon, je sais évidemment tout ce qui s'y passe et il ne faut surtout pas idéaliser l'Ukraine. Ça, c'est certain. Autre commentaire sur cette question, le Seb Despins. Tout ce qui se passe en Ukraine est dû à ce qu'il y a plusieurs peuples en Ukraine qui ne veulent pas la même chose. Ça ne veut rien dire de dire les Ukrainiens. On a aussi un long commentaire de Nouchka131 que j'ai lu avec attention. Je ne peux pas reprendre parce qu'il est très long. Voilà, mais j'ai bien vu tout ça. Et oui, évidemment, je ne peux faire que abonder à nouveau dans ce sens-là. Les Ukrainiens sont divers. Il y a 3 parties ou 2 parties, selon qu'on tronçonne comme on souhaite. Bon bref, évidemment que ce peuple est assez divers et que, en plus, ce qui s'y passe n'est pas reluisant, je le répète. C'est une réalité, évidemment. Alors par contre, c'est comme ce que je disais dans la vidéo sur l'existence d'une nation ukrainienne ou pas. Vous avez raison de parler de ça, à la fois du mal qui ronge l'Ukraine et sa société, et du fait qu'il y ait plusieurs peuples qui cohabitent, etc.
Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la guerre, les différences déjà entre les peuples, entre les différentes zones, sont en train de s'effacer pour beaucoup. En tout cas, il y a un tri qui est en train d'être fait, ça c'est certain. La nation ukrainienne, si elle n'était pas née avant, je ne sais pas la question, une question qui m'intéresse, un débat d'historien, je le répète, mais si l'Ukraine n'était pas née avant cette guerre, aujourd'hui, elle l'est. Et si elle n'était pas unie avant cette guerre, aujourd'hui, elle est en train de le devenir. Et il y a un tri qui va s'effectuer, et ceux qui ne sont pas dans cette union, je ne sais pas ce qui se passera, mais partiront ou seront mis à l'index, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a beaucoup de gens qui étaient partagés sur l'identité ukrainienne qui aujourd'hui ne le sont plus. Voilà. Même parmi les gens qui étaient pro-russes avant la guerre, je le redis, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je suis certain qu'il y a une grande partie d'entre eux qui sont revenus dans le giron pro-ukrainien, nationaliste ukrainien. Ça me paraît évident puisque c'est la guerre, en fait. La guerre forge. La guerre forge les nations, forge les peuples. C'est comme ça. La guerre, c'est dégueulasse. Il faut la faire le moins possible, mais elle a aussi des effets. Et cela, on ne peut plus les nier. Donc ces critiques qui sont intéressantes sur les différents peuples ukrainiens, aujourd'hui, je pense qu'elles n'ont plus trop d'intérêt. Ça peut se discuter, mais je pense que là, on est passé à autre chose, en réalité. Alors, parmi les critiques, il y a ceux qui considèrent que l'Ukraine l'a bien cherché. On a par exemple Stéphane Bradu qui parle de 10 000 civils ukrainiens russophones tués dans le Donbass depuis 2014, en considérant que c'était une bonne raison d'intervenir pour la Russie. Alors, là encore, c'est un débat de spécialistes. Voilà. Alors, l'immense majorité des morts dans le Donbass, qui sont d'ailleurs pas des civils, puisque ça a été des combats militaires ou paramilitaires. Bon, après, la notion de... Mais avec des... Bien sûr, là encore, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas à dire, avec évidemment des morts civiles, malheureusement. La quasi-intégralité de ces morts a eu lieu au début du conflit dans le Donbass. Voilà. C'était plus le cas dans les derniers mois et les dernières années. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, il y avait une zone de conflit importante et que, dès lors, la Russie n'a pas eu raison d'intervenir. Enfin, je le répète, je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais c'est vrai que j'ai l'impression parfois que les commentaires n'ont pas bien compris ce que je dis. Ça veut sans doute dire que je m'exprime mal, hein, mais je n'ai jamais dit que la Russie n'avait pas intérêt à intervenir. J'ai même dit à plusieurs reprises que si on se place d'un point de vue d'un nationaliste russe, voire de Poutine, on comprend parfaitement sa démarche. Effectivement, il y a eu des actes inqualifiables commis du côté ukrainien par les armées. De l'autre côté, c'était pas joli non plus. Je rappelle aussi, c'est important, que même dans le Donbass, même dans les régions dites pro-russes, l'opinion publique était quand même assez partagée. Il y avait sans doute une majorité de pro-russes, mais on n'a pas les chiffres exacts en réalité. Hein. Sans doute une majorité de pro-russes, mais même dans le Donbass, il y avait quand même énormément de gens qui n'étaient pas pro-russes du tout et qui considéraient que les Russes étaient des ennemis. Bref, la situation était très complexe là-dedans. Mais même si ça n'avait pas été complexe, je comprends que Poutine ait voulu intervenir. Enfin, je comprends dans une logique d'empire et dans une logique de sauvegarde de ses marges, oui, on peut vouloir intervenir. Donc, je comprends cette logique. Voilà. Pour moi, il faut la mettre en balance avec plein d'autres, mais je comprends ce truc-là. Donc, je n'ai jamais dit le contraire. Alors, on a ensuite des critiques qui parlent de la responsabilité de l'OTAN. Alors, je ne vais pas revenir trop là-dessus, je vais juste citer Xavier Gibet. La Russie ne s'oppose pas à la volonté du peuple ukrainien d'être plus libre et moderne. Il suffit d'aller en Russie et de parler avec des Russes. Ce qui dérange, c'est les manigances militaires et stratégiques organisées entre l'OTAN et les dirigeants corrompus de Kiev sous le nez de Vladimir Poutine. On parle de géopolitique militaire, pas de conflit social, c'est la base du problème. Et pour lui, l'occidentalisation n'est pas à l'origine de la guerre en Ukraine. Alors, je le répète, je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais oui, l'OTAN a manœuvré en Ukraine, d'ailleurs de manière militairement, ce qui est un comportement qui entraîne nécessairement une réaction, ou qui justifie une réaction de la part de la Russie. Je suis conscient de ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, déjà, je le répète, parce que dans ma vidéo c'était clair, les Ukrainiens veulent rejoindre l'OTAN. Voilà. Ils veulent rejoindre l'UE de manière écrasante, ils veulent rejoindre l'OTAN, c'est un peu moins écrasant, mais c'est majoritaire. On peut y mettre toute la propagande qu'on veut. Je pense que c'est parce que les Ukrainiens, en majorité, n'avaient pas envie que la Russie vienne les emmerder. C'est ça, la réalité. Donc après, on est face à une problématique complexe. Si le peuple le veut, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut lui en vouloir, lui, de souhaiter rejoindre l'OTAN ?
On peut en vouloir à l'OTAN de faire des manœuvres, d'organiser des manœuvres militaires en Ukraine, ça ok. Et on peut comprendre la Russie qui veut intervenir, d'accord, mais l'otanisation de l'Ukraine, c'est aussi une volonté populaire. Et quand Xavier dit l'occidentalisation n'est pas à l'origine de la guerre en Ukraine, je suis désolé, mais il n'y a pas que l'OTAN. Quand on regarde le discours du 21 février de Vladimir Poutine, franchement, on comprend, peut-être pas toute l'explication, voilà, mais une partie et importante de l'explication de son entrée en guerre, c'est en fait une volonté impériale de retrouver un territoire qui était celui de la Russie. Donc, pourquoi ce territoire lui échappe ? Parce qu'il y a eu l'indépendance et parce que ce territoire, il se construit, il se tourne vers l'Occident. Qu'on le veuille ou non, la société se tournait vers l'Occident et que ça lui déplaisait. Peut-être que non, mais honnêtement, je vois pas comment cette occidentalisation de l'Ukraine, que ce soit en termes sociétal, alors on enlève la décadence du truc, mais liberté, confort et compagnie, en termes géopolitiques et compagnie, ça, c'est une explication de l'entrée en guerre. Il voyait bien que le peuple se détournait de la Russie. Voilà. Et donc, du coup, il a voulu intervenir, à mon avis. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi les manœuvres de l'OTAN, qui sont, je le redis ici, une cause du conflit certaine et qui n'aurait pas dû avoir lieu. Voilà. Mais il n'y a pas que la géopolitique militaire, à mon avis. Voilà. Pour moi, c'est même en réalité peut-être annexe. Voilà. C'est ma vision des choses, ça se discute. Mais en tout cas, je ne pense pas écarter du revers de la main l'implication de l'OTAN. Ça, je veux que ce soit bien clair. Je sais qu'il y a du côté de l'OTAN, du côté de l'Ukraine, des choses qui sont négatives et qui sont néfastes et qui ont entraîné cette situation. J'aimerais revenir sur ceux qui évoquent la paix. On a For Something qui écrit « C'est toujours intéressant d'entendre tous les points de vue. Personnellement, je ne suis pas pour un camp, mais pour la paix. Et c'est bien ce camp-là qui est le premier martyr de cette guerre. De la Russie aux États-Unis, en passant par l'Union européenne, personne ne cherche réellement la paix. C'est ça le véritable problème. Et ça concerne tous les camps, sans exception. » Bien là, je suis totalement d'accord. C'est un commentaire essentiel que j'ai voulu mettre en avant dans cette vidéo. C'est hallucinant, on n'a pas de plan de paix. Voilà, alors là, je suis bouche bée devant cette réalité qui est délirante, vraiment délirante. Et d'ailleurs, j'en profite pour le rappeler, dans toutes mes prises de parole sur cette question, alors, ça fait tellement bidon, tellement prétentieux, tellement naïf, tellement idéaliste, tellement naïf, ouais, mais dans toutes mes positions sur la question, j'ai appelé à la paix. Voilà. Alors ça n'avait aucune espèce d'importance, puisque évidemment que je n'ai aucun pouvoir, mais voilà, au moins c'est une prise de position. Je ne fais pas partie des bellicistes. Très loin de là, je les combats, au contraire. Je pense que c'est une erreur fatale, qu'on soit dans un camp ou dans l'autre. Mais oui, il n'y a pas de paix. Ça, c'est un grave problème. C'est peut-être le plus grave problème et qui montre aussi, et ça donne raison à ceux qui considèrent que Zelensky et sa bande sont des agents du chaos, on a l'impression qu'il n'y a pas de volonté d'avoir la paix. Alors en fait, en Ukraine, ça s'explique parce que en fait, les Ukrainiens, l'armée ukrainienne met en échec de manière assez éclatante quand même l'armée russe. Ça ne veut pas dire que ça sera une victoire ukrainienne, hein, je ne dis pas ça, mais en tout cas pour l'instant, c'est quand même objectivement, de l'avis de tous les observateurs, y compris pro-russes d'ailleurs, c'est quand même pas glorieux pour l'armée russe. Et quand les Ukrainiens voient ça, eux, ils se disent finalement, on peut la gagner cette guerre. Donc du coup, à quoi bon un accord de paix qui séparait notre territoire alors qu'on peut tout leur reprendre ? Enfin, vous voyez, c'est complexe ce truc-là. Mais en tout cas, je veux même bien envisager, à la limite, même si c'est pas ma préconisation, hein, je le répète, je veux même bien envisager ceux qui envoient du matériel défensif et compagnie aux Ukrainiens, pourquoi pas. Mais par contre, envoyer des armes offensives sans pourparler de paix à côté, là, on est sur quelque chose de très grave. Donc voilà, là, pour moi, c'est un point important. Alors, je ne sais pas si c'est trop en rapport avec les critiques sur la vidéo, mais en tout cas, par rapport à ma personne, c'est certain, je fais partie de ceux qui veulent la paix. Voilà. Moi, j'ai fait cette vidéo, non pas pour avoir une influence sur le conflit, de toute manière, j'en aurai aucune, mais pour essayer de donner des clés de lecture idéologiques aux gens qui me regardent et à la droite, pour éviter certains pièges qui, à mon avis, sont mortels. Mais là encore, je le répète, si j'avais le pouvoir de gérer,
d'agir sur les événements, je ferai tout pour que cette paix ait lieu. Pour finir, je vais faire un point géopolitique. C'est sans doute la plus grosse critique qu'on peut faire à ma vidéo, et j'en conviens tout à fait. Il manque une analyse géopolitique de la situation et de l'implication du clan occidental, du clan américain et compagnie, qui fait écho à ce que je viens de vous dire sur les acharnés de la guerre. C'est une critique que fait Henri Gauthier dans son papier, qui est une très bonne critique, c'est l'aspect moral. Pour lui et pour beaucoup de critiques, je fais rentrer de la morale dans une question géopolitique qui devrait être analysée très froidement. C'est une très bonne objection, j'en conviens et je le reconnais. Voilà, je n'ai pas d'ego mal placé, donc je reconnais ce fait-là. Il y a une part de moi, c'est vrai, qui n'est pas objective dans cette affaire. Pourquoi ? Parce qu'on voit une nation européenne, alors une nation, je vous l'ai dit, il y a quelques mois, on pouvait peut-être en douter. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas possible. Une nation européenne qui se fait attaquer, en tout cas qui veut appartenir à l'Europe et à notre sphère politico-civilisationnelle, et qui en fait partie d'ailleurs, bon bref, et qui se fait attaquer par la Russie pour des prétextes qui peuvent s'entendre, mais qui, quand on met tout bout à bout, sont à mon avis fallacieux. Voilà, je l'ai déjà expliqué. Autre chose sur la géopolitique, on a par exemple Pierre André qui écrit « Sans être pro-russe, on peut déjà penser que les sanctions sont stupides de notre point de vue, car elles nous desservent grandement. » Donc j'imagine qu'il parle en tant que Français. De la même manière, on a Louis Stumpf qui écrit « En fait, vous passez à côté de la réflexion stratégique en oubliant de vous demander froidement quel est l'intérêt de l'État français en Ukraine. » Alors c'est vrai, dans ma vidéo, j'ai très peu parlé, voire peut-être même pas du tout, de la France et de l'intérêt de la France. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un affrontement géostratégique et que la France, ça peut déplaire aux gens qui m'écoutent et qui me suivent, mais quand on parle de géostratégie, la France est trop petite. Voilà, on peut le déplorer, on peut dire c'est pas bien, elle aurait dû être assez grande, elle aurait dû choisir autre chose, on aurait dû rester sur la ligne de Général de Gaulle. Bon bref, on peut dire plein de choses, mais la réalité c'est que c'est ça. Là encore, un poids certain, mais le peu qu'elle avait encore a été complètement détruit par notre ami Emmanuel Macron dans les dernières années, puisqu'il a fait à peu près n'importe quoi dans tous les domaines, y compris, et avant tout peut-être d'ailleurs, en géostratégie. Bref, pour plein de raisons, à la fois structurelles et conjoncturelles, la France n'est à mon avis pas le bon espace d'analyse de ce conflit. Le bon niveau d'analyse, il est plutôt européen, voire peut-être. Mais là encore, je le redis, je me suis sans doute trop emballé sur ce terme-là occidental, mais je vais y revenir. Bref, le bon angle d'analyse, à mon avis, il est européen. Pourquoi ? Parce que géostratégiquement, l'Europe est un ensemble qui pèse ou qui devrait peser et qui est directement concerné par ce conflit. Pourquoi ? Parce que, je le répète, les Ukrainiens veulent rejoindre l'Union européenne, veulent rejoindre l'OTAN. Donc oui, je n'ai pas parlé de la France, c'est vrai, mais je pense que ce n'est pas utile en réalité pour comprendre ce conflit. Ceci étant dit, je vais y revenir. Vous allez voir qu'on peut regarder cette crise comme une opportunité pour la France et pour l'Europe. Avant d'aller sur les intérêts possibles pour la France et pour l'Europe, je vais juste revenir une dernière fois sur la question géopolitique et la question Europe-Occident. Il a pu apparaître dans ma vidéo que j'étais un fanatique de l'Occident et un amoureux des États-Unis. Alors c'est sans doute vrai, en partie d'ailleurs, je pense, parce que les paysages américains sont fascinants, une partie du peuple américain doit être très sympathique, bref, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, il est évident, c'est que pour faire les choses très simples, dans ce conflit, l'Europe et donc la France sont un peu le cocu de l'histoire. Pourquoi ? Parce que la Russie joue sa partition, je pense qu'ils sont en tort et qu'ils doivent être combattus pour ça, mais ça ne reste que mon avis, mais ils jouent leur partition. Et voilà, bon bref, les États-Unis jouent leur partition également, ils ont raison, voilà, donc ils veulent affaiblir la Russie et en passant, pourquoi pas, affaiblir l'Europe, donc très bien. Mais le grand absent, c'est l'Europe et c'est la France. Et dès lors, en géopolitique, le bloc occidental ne veut pas dire grand-chose, puisque pour le coup, ça serait effectivement bizarre de considérer qu'on a des intérêts géopolitiques convergents en tout point avec les Américains. Ça n'a aucun sens et on l'a bien vu avec quand même cette affaire Nord Stream qui, alors bon, on ne sait pas qui a fait le coup, mais logiquement,
Je peux me tromper, je ne m'avance pas du tout, mais ça semblerait plutôt être une manœuvre américaine. En tout cas, ils ont déjà fait des saloperies de ce genre, au moins dans leur espionnage économique et compagnie, donc ce ne serait pas complètement délirant. Et oui, il y a une guerre économique et géopolitique, à un degré très moindre, évidemment, entre les États-Unis et l'Europe. C'est une réalité. Je ne la nie pas, je le dis pour que ça soit bien clair. Donc, cette question géopolitique, cette question Europe-Occident, qui en fait dépasse d'ailleurs le simple cadre géopolitique, c'est quelque chose que je veux explorer parce que je sens que derrière cette question et derrière celle du progrès, il y a beaucoup de choses à creuser. C'est pour ça que je vais donc faire cette série d'émissions avec des personnalités intellectuelles de droite, parce que je sens qu'il y a quelque chose de très fort là-dedans. Alors, je me trompe peut-être. Et donc, je n'irai pas plus loin là-dessus, et je dirais que d'un point de vue géostratégique pur, il est évident qu'on doit être pour la paix immédiatement, et pour l'arrêt de cette guerre fratricide et mortelle pour la France et pour l'Europe en termes énergétiques, qui nous coupe d'une réserve pétrolière et gazière très importante. Donc, d'un point de vue purement géostratégique, là encore, en l'absence de plus d'études sur la question, il est évident qu'il faut stopper cette guerre au plus vite, négocier la paix et idéalement, mais je pense que ce sera impossible, même, pourquoi pas, essayer de redevenir amis avec la Russie le temps de passer quelques hivers, parce que là, qu'on soit bien clair, je le dis suffisamment souvent ici, il n'y a pas plus important que l'énergie dans le monde moderne. Il n'y a rien de plus important. Et ça, on va vite le comprendre si cet hiver, on a un hiver très froid. Parce qu'avec les couillons qui sont au gouvernement et qui ont saboté le nucléaire sans plan de secours et sans se mettre sur le branle-bas de combat sur cette question-là ces dernières semaines, alors qu'ils auraient dû, et c'est inqualifiable qu'ils ne l'aient pas fait, passons. On va passer un hiver très compliqué et les hivers qui arrivent vont l'être encore plus. Et dans ces cas-là, oui, on est censé faire ami-ami avec la Russie. Reste que j'ai pas envie de me prononcer plus que ça sur le sujet. Je préfère être très prudent parce que il y a en réalité aussi, je pense, un intérêt à ce que l'Europe soit fâchée, soit coupée de la Russie. Alors ça paraît peut-être fou, et ça va peut-être paraître sacrilège à beaucoup, mais bon, on est là dans l'exploration. Là encore, je suis pas dans l'affirmation, surtout pas. Je suis dans l'exploration, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Premièrement, la coupure avec la Russie, que ce soit via le sabotage de Nord Stream ou alors via la coupure politique, peut-être définitive, j'en sais rien, et donc la coupure du robinet de gaz, elle peut avoir des effets bénéfiques pour l'Europe et pour la France, mais pour l'Europe d'abord, puisque l'Europe peut se penser, se réfléchir et agir comme une puissance. Lorsqu'on n'est plus dans la facilité et dans le confort, on retrouve des réflexes de puissance. On peut, par exemple, penser à la souveraineté énergétique, chose qui était absente des décisions politiques des dernières années. Il suffit de voir le nucléaire, il suffit de voir le renouvelable, bref. Là, aujourd'hui, on est coupé du gaz russe, et donc, il faut trouver des alternatives. Alors, du coup, l'Europe, elle est obligée d'en trouver, sauf qu'elle n'en trouve pas autant qu'elle souhaiterait, ce qui va faire qu'on va avoir un hiver compliqué. Mais on va devoir trouver des alternatives. Si on ne les trouve pas à l'extérieur, on va devoir les trouver chez nous. On va devoir les fabriquer. On va devoir les trouver en nous. C'est ça qui est intéressant, parce que les Américains qui nous envoient du gaz, c'est pas du tout la même chose que la Russie. C'est pas du tout c'est pas le même prix déjà, et puis c'est pas la même facilité de transport, etc. Bref, cette crise énergétique, cette coupure avec la Russie est peut-être l'une des conditions qui permettra l'émergence d'une Europe puissance souveraine, y compris sur le plan énergétique. Pourquoi pas avec la mise en place d'un programme nucléaire massif. J'en sais rien, c'est une piste. Mais en tout cas, l'Europe doit nécessairement repenser la question de son approvisionnement énergétique, et ça peut être plutôt une bonne chose sur le long terme. Et puis ce conflit avec la Russie, il oblige l'Europe à se considérer comme une puissance géopolitique. Je vais prendre un exemple. On a récemment, c'était il y a quelques heures au moment où j'enregistre cette vidéo, Emmanuel Macron qui a organisé des pourparlers entre Azerbaïdjanais et Arméniens, avec donc sa présence sur place, mais aussi celle du président du Conseil européen. Alors bon, on en pense ce qu'on veut, mais l'idée c'était donc de faire des pourparlers qui ont été un succès. Et du coup, ce qu'on a, c'est qu'on a une paix qui s'est instaurée avec l'Arménie qui a accepté de faciliter la mise en place d'une mission civile
de l'Union européenne le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan, qui aura pour charge de faire respecter la paix, bon voilà, pour faire simple. Là, on a quelque chose qui est quand même assez considérable. On a l'Europe, l'Union européenne, qui se pense en tant que puissance géostratégique, géopolitique, puisqu'on a le président du Conseil européen, bon bref, qui était là. Mais c'est intéressant, je veux dire, évidemment, ça ne tiendra sans doute pas, ce sont des effets de manche à la Macron, et puis on oublie de réparer les torts causés aux Arméniens, etc. Bon, enfin, il y a plein de choses à critiquer là-dedans, mais le concept, le fondement de ça, c'est qu'on a l'Europe qui se pense comme une puissance. Et on a toujours Emmanuel Macron qui, le jour où j'enregistre cette vidéo, tweetait « L'Europe doit apprendre à agir, mais aussi à penser de façon géopolitique. L'Institut géopolitique de Bruxelles sera un catalyseur pour articuler les intérêts stratégiques proprement européens. » Alors, là encore, je me répète, ça va forcément pas être extraordinaire, mais on a quelque chose qui se noue dans cette crise. On a l'émergence de la potentialité d'une Europe puissance. Là encore, la guerre doit s'arrêter, c'est horrible, c'est dégueulasse, évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais si on doit analyser froidement la situation en termes géostratégiques, eh ben cet affrontement avec la Russie, il est plutôt prometteur pour ceux qui veulent une Europe puissance, parce que c'est dans le conflit, aussi dégueulasse soit-il, eh bien que se forge la puissance. Et l'Europe est en train de la prendre. Donc, même d'un point de vue géostratégique à long terme, est-ce que finalement l'opposition à la Russie n'est pas une idée intéressante si on analyse froidement les choses? Je le répète, moi, ce n'est pas ma vision des choses pour plein de raisons, mais si on porte une vision purement géostratégique sur la question et qu'on veut l'émergence d'une Europe puissance contre le méchant américain, et ben dans ce cas-là, pourquoi ne pas considérer que la guerre pourrait être, avec beaucoup de guillemets et de précautions, une bonne chose pour l'Europe. Mais de toute manière, bon, la question n'est pas là. Moi, je ne suis pas du tout partisan des analyses déshumanisées sur la question, parce que quand je vois des gens mourir, le premier réflexe humain que j'ai, celui justement d'un Européen ou un occidental, comme on veut, un peu ramolli par le confort et la paresse et les loisirs et compagnie, eh bien, c'est de ne pas aimer voir ce conflit, de ne pas aimer voir ces morts. Donc voilà, de toute manière, en termes même d'opportunisme politique, puisque là aussi, il faudrait être froid, si on veut être entendu, si on veut être audible, si on veut être écouté, si on veut être respecté, de toute manière, on doit être humain. Donc, en fait, c'est cette vision géopolitique pure des choses, elle se comprend, elle s'entend, mais il y a plus que ça en jeu. Il n'y a pas que de la géopolitique, il y a aussi le regard des autres, il y a aussi ce que peut faire Poutine sous la pression, il y a aussi les exactions, il y a aussi même la question de l'Europe puissance, où c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense, puisque finalement, peut-être qu'en coupant les voies d'approvisionnement entre la Russie et l'Europe, peut-être qu'en mettant un conflit à cette partie-là du monde, eh bien, peut-être que, que ce soit les Russes, les Américains, la marche inexorable de l'histoire, peut-être que tout cela a créé les conditions d'émergence de quelque chose de positif sur le long terme, l'Europe puissance. Alors, pour résumer ma position, j'ai réuni mes idées par écrit parce que le sujet est quand même important, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, si je devais résumer ma position, je dirais mon analyse sur l'erreur de fantasmer la Russie et Poutine tient toujours. Il est impossible d'idéaliser la Russie comme gardienne des traditions. Il est impossible de considérer la Russie comme préservée de l'occidentalisation et de la décadence, même si ce n'est pas au même niveau qu'en Europe, évidemment. Il faut admettre que les Ukrainiens voulaient se rapprocher de l'Union européenne et de l'OTAN, même sans les pressions, et qui existaient bien sûr, des Américains et des Européens. Cela n'enlève en rien que l'OTAN et les services occidentaux ont participé à créer une situation de tension extrême qui a amené la possibilité de cette intervention. Mais la Russie, elle était aussi libre d'accepter cette espèce de défaite stratégique ou bien de refuser ce piège et de tenter d'autres approches. Cette invasion russe est pour le moment un grave échec militaire qui démontre que l'état-major russe et Poutine ont très mal analysé la situation. Cette invasion est aussi un énorme aveu de faiblesse de la part d'un empire qui se croyait encore superpuissance et qui n'a pas accepté qu'un de ses satellites décide de s'éloigner de lui. Pourquoi le rapprochement entre l'Ukraine et l'Occident justifierait nécessairement une invasion militaire et pas l'utilisation d'autres méthodes?
Pourquoi ne pas juste accepter que la Russie est une ancienne grande puissance qui n'a plus les moyens de ses ambitions passées? Si on admet que les Ukrainiens eux-mêmes voulaient de leur propre chef rejoindre l'Union européenne, l'Occident, l'OTAN, bref, il faut considérer l'attaque de la Russie comme un acte de guerre difficilement défendable, même en prenant en compte la question géopolitique. Surtout, à droite, nombreux sont ceux qui fustigent le bellicisme des Ukrainiens, et un bellicisme qui peut se comprendre puisque de leur point de vue, il leur paraît possible que la guerre soit gagnée. Nombreux sont ceux qui, à droite, critiquent le bellicisme des dirigeants occidentaux, et à raison. Mais combien fustigent le bellicisme de Poutine? C'est lui l'agresseur, c'est lui qui attaque et qui porte le fer. Pourquoi beaucoup de ceux qui critiquent le bellicisme occidental ne critiquent pas celui de Poutine? Enfin, d'un point de vue purement géopolitique, si l'on considère que les États-Unis sont notre ennemi mortel et que la Russie est un pôle d'équilibre qu'il convient de protéger d'un point de vue géostratégique, je peux comprendre la position de ceux qui défendent la Russie. Mais on ne prend pas position sur une question aussi complexe avec des arguments uniquement géopolitiques. Surtout, même si on reste sur cet unique plan géopolitique, je considère que le discours tiers-mondiste, anti-occidental et antiraciste du Kremlin est un désastre géopolitique. De même que les actions de la Russie contre la France en Afrique, quand bien même je considère qu'on devrait quitter intégralement ce continent, ces actions montrent que soutenir la Russie n'est sans doute pas parfait géopolitiquement pour notre intérêt à nous. Bref, si l'analyse purement géopolitique du conflit peut s'entendre conceptuellement, il n'empêche que cette seule grille de lecture m'apparaît fautive. Notamment parce que si l'on considère que Poutine est tombé dans un piège américain, ce que je ne crois pas, on n'est tout simplement pas obligé de tomber dedans également en tenant des positions tordues qui nous marginaliseraient pendant des décennies. Enfin, ma vidéo soulevait de nombreux points idéologiques qui m'apparaissent aujourd'hui absolument fondamentaux. Le rapport de la droite à la modernité, à l'Europe, à l'Occident sont des questions idéologiques qui, je le crois, agiteront notre famille pendant les prochaines années. Je crois finalement que cette guerre, aussi dramatique soit-elle entre la Russie et l'Ukraine, n'est en réalité que peut-être secondaire par rapport à cette révolution idéologique potentielle que je perçois. Bref, voilà pour cette petite vidéo de réponse aux commentaires. J'ai évidemment pas mis les insultes nombreuses qui ont émaillé les réponses à cette vidéo. Sachez en tout cas que j'ai vraiment tout lu avec attention, qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes. J'espère avoir répondu de manière cohérente et plutôt intelligente à tout ça. J'espère que j'ai pu convaincre certaines personnes qui étaient réticentes après ma première vidéo, à convaincre un petit peu que ma vision était une vision peut-être pas parfaite, mais en tout cas intelligente et intéressante. Voilà, après, peut-être que je me trompe totalement, j'en sais rien. Mais j'ai quand même l'intuition que je dois pas être trop loin de la vérité sur certains points. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au-delà du positionnement sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y a quelque chose de bien plus important qui se joue et qui était exprimé dans cette vidéo. Voilà, cette vidéo, elle n'était pas que sur ma position sur l'Ukraine et la Russie. Elle était, je le répète, elle visait à montrer que les réflexes pavloviens devaient être questionnés par notre camp, parce que nous sommes le camp du réel et qu'on doit accepter d'aller contre soi, de penser contre soi toujours. C'est la condition de la victoire. Et aussi, derrière cette vidéo, il y avait quelque chose de idéologiquement et civilisationnellement très important. Ce rôle du progrès, le rapport du progrès technique à la modernité, le rapport entre Europe et Occident. Et ça, ce sont des questions qui n'y paraissent peut-être pas comme ça, dites de cette manière-là, mais qui sont, j'en suis persuadé, fondamentales pour la droite de demain. Et donc, c'est ce qu'on va voir avec plein d'invités prestigieux dans les semaines qui viennent, parce que je pense que creuser ce sujet sera passionnant et révélera peut-être la voie pour la droite de demain. En tout cas, c'est ce que j'espère, même si rien n'est écrit. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, écoutez les amis, on se dit à la prochaine.